IDFM 98 de la Monde FM, bienvenue sur l'antenne d'IDFM. Ce mardi soir avec Sophie Garot qui est hypnothérapeute. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Sophie, je vous demande de vous présenter. Oui. Hypnothérapeute, il y a plusieurs écoles, donc vous avez suivi laquelle? Alors, moi j'ai un parcours qui a été un peu en dents de scie. D'abord j'ai été formée, j'ai repris une formation en psychologie générale. Voilà. Ensuite, je suis allée dans une école d'hypnose pour apprendre l'hypnose ericksonienne. Et ensuite, j'ai fait l'Institut Sakti d'hypnose avec le docteur Varma, donc il est psychologue clinicien, qui m'a donné des outils autres encore. Et ils vous ont jamais parlé d'abduction? Non, alors je connais l'hypnose régressive, oui, mais je connais pas, non. D'accord. On n'en parlera plus, hein. On va parler. Non, mais chose. c'est intéressant, hein. Mais voilà. Et alors, vous avez une façon de travailler peut-être un peu différente des autres, ou vous suivez les protocoles appris dans ces écoles? On a tous une façon de travailler, puisqu'on a tous une personnalité différente, donc voilà. Les protocoles techniques au niveau hypnotique. C'est toujours les mêmes? Voilà, c'est. C'est quoi? Dites-nous un peu. Les suggestions. Avec une voix. Comment? Avec la voix. Ah oui. Avec les yeux, ça pour les yeux, ça va. Vous avez ce qu'il faut. Non, mais vous m'avez perdu là. Oui, alors les protocoles. Quels seraient les protocoles? C'est quoi? C'est la voix ericksonienne qui sont les suggestions indirectes, quelque chose de beaucoup plus doux qui peut ressembler un peu à la sophrologie. On passe par l'imagerie. Par la détente. Voilà. Comment? Par la détente. Oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, il y a l'hypnose rapide, hellmanienne, qui est une technique beaucoup plus, comment dire, rapide, quoi. J'ai perdu le mot. Incisive. Directive. Directive. Voilà. Ouais. Je retrouve mon mot. Et c'est ça que les gens ont peur souvent. Ils disent oui, l'hypnothérapeute, il va prendre le pouvoir sur moi. Non, ça c'est impossible, ça n'existe pas. Une bonne fois pour toutes, ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. C'est pas un sommeil, c'est pas un coma, voilà. Et on est tous protégés par notre noyau dur, ce qu'on appelle un peu l'observateur caché. Enfin, notre inconscient, de toute façon, nous protège et on ne peut pas aller contre les valeurs d'une personne. Donc, je ne pourrais jamais induire à quelqu'un d'aller braquer une banque si j'en avais envie. C'est pas possible. Peut-être pas d'aller jusqu'à là, mais bon, on sait jamais. Donc, vous avez un cabinet, les gens viennent vous voir en général pour quel type de problème? Je pense pas qu'ils aient autre chose que des problèmes, sinon ils viendraient pas vous voir. Bon, il y a de tout, franchement. Il y a les anxieux, il y a les je mange trop, il y a les je fume trop, il y a enfin voilà, c'est trouver leur schéma interne pour savoir comment avancer. Voilà, donc j'ai plusieurs outils, je fais pas que l'hypnose. L'hypnose, c'est vraiment un outil. J'en ai d'autres, j'ai les stimulations alternatives. C'est quoi les stimulations alternatives? Alors ça, c'est pour les traumas, c'est pour les traumatismes. Pour sortir d'une zone de conflit? Non, c'est un traumatisme. Demain, je sais pas, vous traversez la rue, vous faites agresser. Vous serez traumatisé puisque c'est un événement imprévu de vous n'étiez pas préparé donc puisqu'il est imprévu et donc émotionnellement voilà ça vous met et à partir de là la personne ressent beaucoup d'insécurité et beaucoup de peur et ça reste bloqué dans la partie droite du cerveau et il faut pour le débloquer en fait, quand ça reste bloqué, on a les images qui sont là, la manière crue dont ça s'est passé, les sons, les croyances, les émotions désagréables. Et il faut pour réactiver un système, il faut faire ces stimulations. Et ça, vous parlez de l'EMDR. Ouais, mais c'est pareil, c'est l'autre nom. En fait, ça passe par 4 axes, en fait, effectivement. Comme le MDR. Ça passe par le cognitif et comportemental, en verbalisant les croyances négatives et positives sous-jacentes, en passant justement au niveau du corps, pour savoir le ressenti, focaliser le ressenti et l'émotion. Ça passe par l'hypnose aussi, puisqu'on fait des suggestions
ressources, pour avoir l'imagerie ressource, parce qu'on est obligé d'en créer un lieu sûr, pour pas, en cas d'abréaction, pour faire basculer la personne dans la tranquillité, donc dans quelque chose de bien. Donc ça passe par les suggestions et par un effet de psychanalyse dans les associations libres qui en découlent. Et je dirais que c'est une réorganisation neurobiologique, parce que ça fait bouger les centres, donc l'hippocampe qui produit les souvenirs, l'amygdale qui gère les émotions et le thalamus qui est là pour relever les informations sensorielles et qui est une sorte de filtre. Donc quand on a quelque chose qui nous arrive brutalement, c'est la manière dont on le vit qui fait qu'on est traumatisé. C'est pas tant comment on y réagit, c'est la façon dont on s'est comporté. Oui. Et donc pour pouvoir faire passer ces informations, s'est rendu compte qu'effectivement, en stimulant soit de manière visuelle, soit de manière auditive, soit de manière kinesthésique, donc par le toucher, ça faisait bouger les informations et retraiter tout ça, qui vont pouvoir à ce moment-là passer un petit peu dans le niveau cortex, parce qu'on a... Il faut le retirer de ce fameux cerveau droit, là où ça s'est caché. Non, mais c'est ça. Ça s'est caché. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est en fait comme s'il y avait 3 étages. Dans le bas, c'est le cerveau reptilien. En haut, c'est le cerveau limbique, aussi mammalien. Et en haut, le cortex, néocortex. Oui, mais il y a aussi un lobe droit et un lobe gauche. Oui, mais en fait, si on prend Paul MacLean, qui a modélisé le cerveau en fonction de son évolution, il prend comme métaphore l'image de la maison. Et c'est vrai que quand une émotion reste bloquée, elle passe pas. Donc pour qu'un cerveau fonctionne bien, et pour nous, pour nos schémas, pour que tout fonctionne bien, il faut vraiment que le cerveau fonctionne dans sa globalité. Oui, et puis qu'il soit bien latéralisé, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de problème au niveau droite-gauche et au niveau haut et bas. C'est ça. Et donc voilà, avec cette méthode, mais oui, c'est ça, mais nous on l'appelle stimulation alternative hypnotique. Ok, on va faire une pause musicale pour laisser un peu digérer tout ça. Sophie Garraud, on est toujours sur l'antenne d'IDFM. On écoute Émilie Loiseau. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. Voilà, IDFM, deuxième partie de cette émission. Nous sommes avec Sophie Garraud, elle est hypnothérapeute. Elle nous a parlé un peu. Alors, Sophie, rappelez-moi quel était c'est pas de l'EMDR, vous m'avez donné un autre nom. Stimulation alternative hypnotique. Alternative hypnotique. Donc, alternativement, cerveau droit, cerveau gauche. C'est ça. C'est un peu ce qu'on faisait dans le brain gym, c'est-à-dire de faire que les deux côtés du cerveau. Et synchroniser, en fait. Ouais, la synchronisation. Synchroniser. En fait, c'est bien cette méthode, parce que les gens qui ont vraiment des traumas et qui ont des schémas qui les empêchent d'avancer parce qu'on a peur, ça désensibilise complètement, en fait. Ça va très vite. C'est vraiment très rapide. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, arrivent en me disant, voilà, moi, j'ai une angoisse, une anxiété généralisée, je peux plus prendre une voiture. Ou monter Quelqu'un qui a un accident de voiture. Ou monter dans un ascenseur quand on est resté coincé 2 heures. Non, mais dans un accident de voiture, c'est quand même un traumatisme. C'est encore une fois un événement inattendu. Et voilà. Et ça peut induire que la personne n'a plus du tout confiance en elle, et donc elle a des peurs, elle a des angoisses, ou en l'autre. On n'est pas forcément responsable de l'accident de voiture. Des fois, on est passager. Ouais, mais malgré tout, ce que j'entends, c'est quand même la responsabilité. Souvent, les gens prennent la responsabilité de l'accident de voiture quand ils sont pas conducteurs. Ils se disent que peut-être quelqu'un d'autre aurait pu braquer. Il y a toujours cette notion, c'est de ma faute, voilà. Et donc quand on fait ce protocole, il y a vraiment une neutralité face à l'émotionnalité. Tout a disparu, tout s'est résorbé. Notre manière de penser. Et quand je demande, bon alors on en est où, parce qu'il y a quand même tout un protocole à suivre, elles me disent, bon, quand on a fini le protocole, c'est systématiquement, ça me fait rien, je suis neutre. Donc tout s'efface, tout tombe. Et la personne est quand même libérée, c'est pas rien. Donc cette notion de culpabilité, vous essayez de travailler là-dessus? Sur la culpabilité, on rebondit sur la culpabilité. Alors, ça dépend de la vie des gens. Oui, en tant que
thérapeute. Non, vous travaillez pas dessus. Donc ça sera le thème de l'émission de la semaine prochaine avec le docteur Lamotte, qui est neurologue. Ça, et si la maladie n'était pas un hasard, hein, donc il traite justement de la culpabilité au niveau du cerveau. Je vous conseille vraiment, Sophie Garot, d'écouter cette émission parce que ça va vraiment vous conforter, c'est ça, dans ce que vous êtes en train de dire. Donc, en dehors de cette pratique-là, est-ce que vous avez d'autres cordes à votre arc, par exemple pour quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer? Ah ben ça, je passerai par l'hypnose. Vous savez, on a des schémas. Hein. Le plus difficile, en fait, c'est de comprendre. Moi, la difficulté que je rencontre, alors, les attentes excessives des clients qui viennent me voir, et le côté magique de l'hypnose qui n'est pas de la magie. C'est-à-dire que on est tous des êtres humains. Je pense qu'on est souvent paresseux et qu'on a une tendance à se dire oh, je vais chercher la solution magique. Sauf que on doit mettre en place une action. On doit concrétiser un objectif et mettre en place cet objectif. Enfin, pour l'atteindre, mettre en place des actions. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir ou qui va voir quelqu'un d'autre, quand quelqu'un dit, un hypnothérapeute dit, vous venez et en une fois je vous fais arrêter de fumer, pour moi, je suis désolée, c'est faux. Totalement faux. Il faut combien de séances? C'est du mensonge. Il faut combien de séances? Je ne sais pas. Ça dépend des gens, de leur motivation. Ça dépend de leur envie d'arrêter. Donc, pour qui ils arrêtent? Pourquoi ils arrêtent? Et souvent, je constate que les gens font plus pour les autres que pour eux. Donc déjà, moi, je recadre là. Je dis, oui, mais vous, qu'est-ce que vous voudriez faire pour vous? Donc déjà, là, il y a un travail de recadrage par rapport aux attentes des personnes et à leurs demandes. Si quelqu'un veut s'arrêter de fumer et qu'elle me dit oui mais je viens parce que mon conjoint veut que je m'arrête de fumer, ça va pas être bon. Alors dans les actions à mener, c'est quoi? C'est jeter son paquet de cigarettes? Concrètement, quand quelqu'un veut s'arrêter de fumer, changer son mode d'habitude, ça passe par le comportemental et le cognitif pour moi. Donc ça va être oui. En principe, ce serait jeter le paquet de cigarettes, mais ceux qui sont pas totalement prêts ne le font pas. Donc du coup, je passe par le comportemental et le cognitif, instaurer d'autres habitudes pour changer la réalité, pour changer. Voilà, si quelqu'un prend l'habitude, fume le matin à telle heure au même endroit, en prenant sa tasse de café, je vais lui demander de 1, changer de boisson, 2, s'asseoir ailleurs, 3. Voilà. Ne pas se lever. Voilà. Non, mais je vais vraiment voir avec cette personne pour. C'est la cigarette du matin, c'est peut-être la plus difficile à lâcher, donc forcément. Vous vous sentez concerné? Oui, mais il y a plein de gens, mais il n'y a pas que sur la cigarette, c'est-à-dire tout ce qui est. Oui, l'alcool, la nourriture, le jeu, oui. Toutes les addictions, c'est pas. Alors les addictions au jeu, vous avez aussi des gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont accros à la Française des Jeux ou aux jeux sur le net. Ça vous arrive? Pas encore. Je suis installée depuis juin. Je suis toute neuve. D'accord. Donc ça serait le même chemin, même. Ça passe par un autre comportemental. Ça passe par défaire les croyances dans nos schémas. Les schémas qu'on a acquis durant l'enfance, ce sont des croyances qui nous limitent. Donc, moi, je détricote ces croyances, j'enlève les schémas, je les aide. Et je leur demande d'installer autre chose. Évidemment, si derrière ils installent rien, je peux rien faire pour eux. Alors vous êtes installé en juin, c'est bien parce qu'on a toujours au début de son installation une grande envie de réussir et une grande soif d'aider les gens. Donc en général les nouveaux thérapeutes ils sont très très bons pendant quelques années, c'est clair, parce qu'ils sont pas complètement dans la routine. Et puis après ça veut dire... Après c'est une autre histoire, mais en tous les cas il faut regarder quelle est l'énergie qui porte chaque nouvelle. C'est valable dans tous les métiers. Hein. Quand vous commencez un boulot que vous connaissez pas, vous avez une énergie de découvrir, de donner, de faire qui n'est plus la même 12 ans ou 15 ans ou 20 ans plus tard. Donc c'est bien, je le dis pour ceux qui nous
vous écoute, qui aurait envie d'arrêter de fumer, ou je ne sais pas, que c'est toujours un peu bien. Faut pas prendre le fait que ça ne fait que 6 mois que vous avez démarré, plutôt un bon point, moi je pense, parce que... Mais oui, je trouve qu'ils ont de la chance parce que je m'implique effectivement beaucoup. Je mets énormément d'énergie. Je donne beaucoup de moi. Je suis complètement épuisée, vidée. D'ailleurs, je dois me protéger. Ah non, mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mais oui, voilà. C'est plutôt une chance d'avoir des jeunes thérapeutes que d'avoir des gens qui sont un peu plus confirmés. Donc, en dehors de tout ce qui est, j'allais dire abduction. Vous êtes pas encore là-dedans, non. Ah, mais addiction, on n'est pas loin. Vous voulez vraiment que je m'intéresse à ce sujet, hein? Oui, pourquoi pas. Mais oui. Hein, donc, je suis très ouverte à plein de Est-ce que vous faites des régressions, donc vous, parce qu'il y a aussi... j'aimerais bien, mais j'attends. Non, mais les régressions, il y a ceux qui veulent aussi aller dans leur vie antérieure ou qui veulent savoir si avant ils étaient. Oui. Ça vous est arrivé, ça? Non, pas encore. Non. Ça vous est pas arrivé d'hypnotiser quelqu'un et que d'un seul coup cette personne vous donne Si, alors ça m'est arrivé qu'une personne me dise des choses très étonnantes, oui, des choses du style. Elle me disait, là je sais plus, mais me disait j'ai vu des images, je sais pas ce que ça vient faire dans ce que je vous ai raconté, je comprends pas. Ça, c'était beau, c'était coloré. Oui, c'est arrivé, oui. Ben je prends. Hein, Et qu'est-ce que vous lui dites alors? Vous lui demandez de poursuivre, Il y a un tas de, je veux dire, même sur Internet, sur YouTube, il y a un tas de vidéos où on peut faire des méditations guidées ou des hypnoses guidées. Donc, vous avez des femmes ou des hommes qui vous disent, avec une musique de fond, vous marchez, voilà, vous allez trouver votre animal totem. Enfin, c'est de l'hypnose, hein, quelque part. Oui, bien sûr, oui. C'est pas la peine de faire technique élaborée, on ferme les yeux, on va dans son imaginaire. Oui, mais là, vous la guidez un peu comme en sophro, vous dites finalement. Hein. Aussi en sophro, c'est un peu ça aussi. On guide les gens pour aller pour lâcher, pour... Oui, j'utilise beaucoup de questions. Hein. Je passe par le questionnement. Vraiment, je passe par le questionnement, parce que quand on fait d'hypnose ericksonienne, on est un peu dans la PNL aussi, hein, programmation neurolinguistique. Donc là, je passe par beaucoup de questions. Donc c'est vrai que quand ils sont sous hypnose, enfin vraiment, je travaille avec plein de choses différentes. Donc bon, là, on reste dans l'hypnose. Effectivement, je leur pose des questions. J'ai besoin de leur avis. Je peux pas leur donner, sinon ça s'appelle une projection. Oui, mais il faut savoir les questions à poser. On est d'accord. Ça dépend de leur histoire. Je rebondis. Vous savez, moi, je suis assez intuitive aussi. Hein, je marche à l'intuition. C'est du cas par cas. Je suis pas un protocole à la virgule. Je suis vraiment dans l'écoute de la personne, et ça s'apprend aussi la capacité de rebondir pour que la personne comprenne quels sont les mécanismes sous-jacents de ce qui l'anime. Donc voilà, je suis toujours obligée de poser des tas de questions pour un peu l'acculer, entre guillemets, et qu'elle découvre ce qu'il y a en elle. Donc, c'est-à-dire là, si elle a des flashs, si elle a des visions, enfin si elle a des images. Je dis gardez ça. Je lui demande qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que elle me raconte. Elle me raconte ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, quelles émotions ils ressentent. Voilà. Puis voilà, on rebondit, on travaille comme ça. C'est vraiment un partenariat. J'ai vraiment besoin d'eux. Hein. Moi, je dis toujours que je suis un peu la lampe torche, j'éclaire les zones d'ombre pour qu'ils y voient un peu plus clair. Je les aide à traverser des moments où on a du mal à avancer, où on n'y voit pas clair, où aussi on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Il y a des gens aussi qui me disent voilà, je veux divorcer. Donc là, on est un peu dans la hypnothérapie un peu conversationnelle en fait. Ouais, thérapie. Vous voyez, psychothérapie, mais où j'induis quelque chose d'hypnotique. Et je demande beaucoup à la personne d'aller dans l'imagerie, d'aller chercher des choses à l'intérieur d'elle. Alors ça dure combien de temps? Avec moi, comme vous dites, je suis très... Enfin, en principe, ça doit pas durer plus d'1 heure. Voilà. Je te rejoins quand je m'endors, mais je veux te revoir encore. Où est-il, l'autre bout du monde? Alors je ne sais pas si Sophie Garraud vous emmènera à l'autre bout du monde. En tout cas, elle est là ce soir dans les studios sur IDFM, sur Radio d'Anguin, sur le 98 de la bande FM. Et donc nous parlons d'hypnothérapie.
Vous avez des outils, Sophie Garot, pour vous permettre d'atteindre justement ces autres côtés et d'éclairer ces zones d'ombre? Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir des tests en psychométrie. Donc je travaille avec le test de Jung et Glasgow, qui étaient des spécialistes de la thérapie cognitive. C'est quoi ce test de Jung? C'est pour permettre de voir la thérapie des schémas. Ils ont mis en place la thérapie des schémas. Ça permet de voir dans quel schéma on se situe. Alors c'est un test verbal, c'est des questions à répondre. Non, ce sont des questions, c'est vraiment des gros questionnaires. C'est long, ils le font chez eux, ils me le ramènent pour voir où ils se situent. Donc on a les sécurités de base, sentiments d'abandon, méfiance et abus. On a les relations interpersonnelles, carence affective, sentiment d'exclusion, l'autonomie, dépendance, vulnérabilité, l'estime de soi, sentiment d'imperfection, sentiment d'échec, expression de soi. Là, on aura sentiment d'assujettissement, les exigences élevées et les limites réalistes, les sentiments que tout nous est dû. Donc, on est tous dans des schémas. Après, ça va dépendre si le schéma pose problème dans notre vie. Donc moi, ça m'aide beaucoup à situer la personne. Parce que quelquefois, elles sont un peu floues dans ce qu'elles disent, elles savent pas elles-mêmes. Donc ça m'aide. Sinon, je travaille aussi... Et pourquoi Jung dans l'histoire? C'est lui qui a... Jung et Glasgow sont des spécialistes de la thérapie cognitive, travaillent à deux. Ils ont mis au point la thérapie des schémas. Vous parlez de Gustav Jung? Comment? Vous parlez de Gustav Jung, c'est-à-dire? Non. Jung et Glasgow, c'est pas les mêmes. D'accord, non, ok, mais c'est bien de le dire que c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Après, je travaille aussi avec le test Beck. Beck était un psychiatre américain considéré comme le père de la thérapie cognitive. Et lui, avec ce test, on mesure si la personne est potentiellement en dépression et si oui, à quel degré. J'ai aussi le test. Alors qu'est-ce que vous faites si elle est trop déprimée? Vous l'envoyez chez un médecin? Alors, il y a des personnes qui viennent me voir qui sont en dépression et donc je leur dis de garder bien sûr leur médecin, elles prennent des antidépresseurs. Ça c'est pas mon domaine, je suis pas médecin, donc oui, c'est hyper important. J'ai eu aussi un cas de figure d'un homme qui aurait pu être dangereux, j'avoue. Donc là, par contre, j'ai appelé directement un psychiatre. Je croyais que vous alliez appeler la police, mais bon, non. Non, un psychiatre. Donc je l'ai orienté. Je suis pas du tout médecin, donc quand je sens qu'il y a une psychopathologie, donc ces tests m'aident à voir exactement. Il y a aussi le TAG qui mesure les troubles anxieux généralisés. Ça vient d'où ça, les tags? Justement, des choses non digérées, des traumatismes non digérés. Donc pareil, il faut aller dans l'investigation de la personne, voir à quel moment elles ont. Parce que l'anxiété généralisée, c'est vraiment une préoccupation de tous les instants. Ça, c'est différent de l'anxiété phobique, qui elle se manifeste à un instant T, dans des moments précis, en fonction de la phobie, évidemment. Mais là, dans le trouble anxieux généralisé, c'est vraiment la personne qui est toujours mal, qui est toujours les mains moites, le cœur qui se met à battre, on ne sait pas pourquoi. C'est confus. Donc voilà. Et les TOC, alors, vous les faites aussi, les TOC? Alors ça, c'est quand même un peu, je dirais qu'il faut quand même, là c'est un peu d'ordre la psychiatrie. Ouais, ça dépend. En fait, tout dépend. Parce que vous savez, c'est pareil. Je me suis déjà occupée d'une personne qui était bipolaire, mais il y a des niveaux dans la bipolarité. C'est pareil, il y a des niveaux aussi dans la schizophrénie. Bon, alors il y a des gens que je peux voir, et puis il y en a. Là, vous me parlez des TOC, ça dépend du niveau. À quel niveau elles sont atteintes, comment ça se manifeste chez elles, à quelle fréquence, autant de questions qui me donnent un indicateur, soit je peux m'en occuper, soit non, et donc je les oriente vers un médecin habilité à le faire, un psychiatre. De temps en temps, je pense qu'il y a des personnes qui viennent vous voir et qui ne savent pas ce qu'elles ont, donc elles peuvent pas se définir étant anxiété généralisée. Oui, d'où les tests. Quand moi-même j'arrive pas à... Quand je veux vraiment être précise et aller vite, parce qu'en fait, on me demande souvent d'aller vite, je fais remplir les tests. Comme ça, enfin, sauf certains tests que je donne pas, comme justement le DES, ça permet de voir s'il y a une dissociation de la personne, si elle est dissociée de son émotion. Parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure pour la stimulation alternative hypnotique, donc la désensibilisation des traumas, c'est que quand il y a quand même un prérequis, c'est de ne pas être dissocié de ses émotions, parce que vraiment j'ai besoin de l'émotion de la personne.
Le prérequis, c'est vraiment, quand elle me raconte son trauma, même s'il date d'il y a 20 ans, il faut vraiment qu'elle me dise, aujourd'hui, là, devant vous, je suis en train de le revivre. D'où je suis, j'ai le cœur qui bat, j'ai une émotion, je suis en colère, ou je suis triste, ou j'ai envie de pleurer. Si elle me dit, oh ben non, ça me fait rien, on peut pas faire cette méthode. Alors là, vous avez dit que les gens, ils sont pressés, il faut que ça aille vite. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Que je suis pas magique, et que ça n'existe pas. Et vous leur demandez pas pourquoi ils s'accordent si peu de temps? Si, je leur demande la valeur qu'ils s'accordent. Aussi bien quand on me dit j'ai pas les moyens de me payer une thérapie, que quand on me dit j'ai pas le temps. Il y a des actes manqués, des gens qui oublient, ils viennent, ils me disent excusez-moi, je vous ai oublié. Je dis non, c'est pas moi que vous avez oublié, c'est vous. Moi on m'oublie pas, c'est eux qui s'oublient. Je plaisante, hein. Ça détend l'atmosphère. D'accord, donc on récapitule beaucoup de cordes à votre arc. Au niveau des pages jaunes, vous êtes répertorié dans quelle catégorie? Hypnothérapie, hypnothérapeute. Hypnothérapeute, -du-6, Garot, Garot, -du-6, Sophie.fr. Ah, c'est votre site. C'est mon site, mais c'est vrai que si on tape Sophie Garot, ou même si on tape hypnothérapeute ailleurs, j'en ferai partie. 1 heure de consultation, combien il faut que les gens attendent? Ils prévoient combien de temps? 1 heure? 1 heure et demie? En ce moment, je suis plus parce que je fais des anamnèses extrêmement poussées. C'est quoi une anamnèse extrêmement poussée? C'est le recueil des informations. Je veux tout savoir. D'abord, pourquoi elle me consulte? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie? Si ce problème n'était pas là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire qu'elle ne peut pas faire? Comment sont ses relations avec les parents? La personnalité des parents? Quelles étaient leurs relations avec les parents? Quelles sont, si elle est mariée, avec la personnalité de son mari, de sa femme? Quelle est ses relations avec ses enfants? Les enfants, enfin tout y passe. Hein. Vraiment, c'est long. Donc, faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui m'appelle pour les traumas, parce que ça marche vraiment bien, ça me met en une séance, en général, je désensibilise, parce que moi, je fais fermer les yeux aux gens. Donc, j'utilise quand même l'hypnose pas mal. Et bizarrement, on dit souvent, le MDR, il faut plusieurs séances. Moi, mon expérience, c'est qu'en une séance, indépendamment de l'anamnèse, il y a toujours une première séance où je fais le recueil d'informations. Est-ce que le MDR, c'est de taper sur des points aussi? Non, c'est l'EFT. L'EFT, oui. Où on parle les méridiens. Bon, je l'ai aussi, cet outil, je l'ai, mais vous l'utilisez moins. Est-ce que dans le MDR, on va chercher la cause? Dans le MDR, c'est la cause qui est traitée, puisque c'est un trauma. Donc la personne, en général, sait quelle est la cause de son trauma. Donc elle me raconte la cause. Oui, ok, mais regardez par exemple avec tout ce terrorisme, c'est les traumas, il y en a plein. J'ai désensibilisé quelqu'un qui était au Bataclan. Il y a plein de personnes qui vont se retrouver confrontées au même drame et ça va pas agir, la cause va pas donner les mêmes effets en fonction des personnes. Donc il faut aller chercher la cause de la cause. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, parce que j'ai eu des cas là à cause des attentats, donc j'en ai eu. Et pourquoi il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres? Au niveau, mais ça c'est notre histoire personnelle. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment, la cause qui détermine le trauma. Okay. C'est la cause de la cause, c'est-à-dire pourquoi. Alors c'est la manière dont on vit l'événement. Déjà, demain on peut se retrouver toutes les deux dans une voiture, on a un accident. Moi, je peux très bien m'en sortir et dire oui, bon, j'ai eu peur, mais ça va, tout va bien, j'ai rien de cassé. Vous, pareil, mais être plus traumatisé que moi ou inversement. Ce que je veux dire, on aura eu le même événement, mais on va pas le vivre. Et pourtant, c'est la même cause. Et pourtant, ce sera la même cause. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas le tout de définir la cause. Donc, le trauma de l'accident, c'est la cause de la cause. Alors, pourquoi on ne vit pas les choses de la même manière? Effectivement. Après, oui, voilà. Et la vraie cause, elle est là. Je veux vous dire que quand quelqu'un vraiment a un trauma, qu'il n'arrive plus à dormir, oui, mais et qu'il repart en disant ça m'est complètement égal, je suis totalement neutre face à cet événement. À vrai dire, la cause de la cause, ils s'en foutent un petit peu, je vous assure, parce que vraiment. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui faire changer l'histoire. Quelque part, vous allez le ramener dans son histoire et vous allez lui faire changer l'histoire de manière à ce qu'il puisse se voir autrement. Non, je fais pas changer l'histoire. Il voit les choses avec une perspective. Oui, il change l'histoire. C'est-à-dire, il change la façon dont il va réagir à la cause.
C'est pas vrai? À Lyon. En allant vite, puisqu'ils veulent aller vite. Oui. En quelque sorte, c'est ça. Oui. C'est la façon dont il a réagi par rapport au trauma, ce qu'il est devenu, un pleutre, un poltron, un trouillard, Triste. pas à la hauteur, démuni, ou en colère. Enfin, c'est ou la en façon, colère. voilà, c'est la façon dont il a réagi vis-à-vis de l'événement. Oui, après, qui il peut y fait avoir que des ça reste, répercussions. voilà. Effectivement, on peut remonter encore pour aller chercher, comme vous dites, la cause de la cause. Oui, je comprends. Mais moi, mon rôle, c'est d'aider la personne dans ce qu'elle me demande de l'aider. C'est pas de projeter sur elle des potentialités. C'est de dire, OK, vous venez me voir pour ça. Et là, je suis super rigoureuse. Et qu'est-ce donc, que vous auriez pu faire? Je l'aide pour ça. Vous lui dites qu'est-ce que vous auriez pu faire, comment ça aurait pu être mieux, etc. Vous lui faites changer l'histoire. Oui, mais là, je lui fais pas changer l'histoire d'un point de vue conscient. Je le fais avec cette méthode de stimulation alternative. Hein. Et ça se fait dans une sorte d'état hypnotique où on conscientise le ressenti, l'aspect psychanalytique, mais on ne sait pas exactement comment ça s'organise à l'intérieur, comment l'information. On sait juste que l'information est débloquée. Et ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien. Mais oui. Bon, peu importe le moyen, l'intérêt, c'est les résultats. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Enfin, voilà. Chacun a sa façon de... Et en fait, moi, comment je travaille aussi, c'est que quand les personnes viennent me voir, bien, donc je vous ai dit, je faisais cette anamnèse, et en fonction de ce qu'elle me dit, de ce que je vois aussi, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on nous dit, il y a aussi ce qu'on nous montre, la gestuelle, les expressions, et dans ce que je capte d'elle, parce que je travaille à l'intuition, je suis vraiment connectée à mes intuitions. Bon, voilà. Chacun travaille vraiment avec ce qu'il a. Moi, j'ai ce côté très intuitif. Et surtout avec beaucoup d'amour, parce que ce qui vous fait travailler avec les gens, surtout en début de carrière, c'est cette grande envie d'aider. Oui. Et d'aider les gens. Oui. Donc, quand on a cette envie-là, en général, ça marche. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore? Quel serait votre... Je sais pas, je voulais dire quelque chose d'important, mais là j'ai... Les outils, est-ce qu'on a regardé tous les outils? Ça y est, oui, Si, on peut travailler avec les états du mois aussi. Les états du mois, par exemple, là, on va être en février, c'est le mois de février. Nos états internes, nos différents états internes. C'est du grand mois avec un grand M. On est quelquefois en guerre avec nous-mêmes. C'est quand les états du mois, c'est quand vous voulez faire quelque chose et que à l'intérieur de vous, une autre partie ne veut pas. Et donc ça, là aussi, on est dans un cas. Ça a un autre nom, mais je l'ai. Où on n'avance pas. Je trouve pas le mot. Ça a un autre nom voilà. aussi. Quand on a envie de faire quelque chose et finalement on le fait pas. Vous parlez de la procrastination? Non, ça c'est quand on remet à plus tard. Oui. Non, mais ça me reviendra peut-être pas ce soir. Oui, mais... on est en guerre avec soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas ok avec soi-même. On est vraiment, voilà. Oui, c'est la thérapie des états du moi, nous. Voilà, c'est ce que j'ai appris à l'Institut Sakti. Donc, il nous a donné plusieurs. Mais oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fonction de mon intuition, voilà, j'adapte le protocole à la personne. Si elle me dit, par exemple, je viens pour de l'hypnose, mais que je ressens profondément que ce qui va l'aider et l'aider rapidement, c'est de passer par le traumatisme qu'elle a eu et que je le ressens vraiment, je lui propose. Je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est juste pour vous? Est-ce que ça vous semble ok pour le faire? Et en général, elle est ok, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Vous me parliez des outils et donc j'avais perdu le fil tout à l'heure, je le retrouve. C'est ça, je propose ce que j'ai en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Quelquefois, elles viennent pour des séances d'hypnose et je ne fais pas forcément d'hypnose. Faites autre chose. Oui. Je pars sur autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah voilà, ce que je viens de vous citer, ça peut être les états du mois, les simulations alternatives, ça peut être les états du mois, ça peut être la thérapie des schémas. Je pourrais être amenée à lui donner facilement les tests. Je le fais pas trop régulièrement, mais voilà. C'est vraiment, c'est au cas par cas. Je peux pas dire voilà, j'ai un protocole, je suis enfermée dans un système. Non,
Comment ça se fait que des fois on a des mots qui restent bloqués dans notre cerveau qu'on n'arrive pas à retrouver là? Ça, c'est l'émotion. En fait, je vous explique. La volonté est rien contre l'émotionnalité. Nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes pas des êtres de théorie. Voilà. Donc quand on a des émotions qui sont prégnantes, et ben voilà, ça fait l'effet lapin figé devant les phares d'une voiture, on perd nos moyens. Ben non, mais le lapin devant les phares d'une voiture, il reste là les yeux grands ouverts et il bouge plus. Hein. Ça, c'est ça le problème. Il bouge plus. L'effet blackout. Voilà. C'est ça, c'est l'émotion. On est des lapins alors. On a des émotions qui restent les yeux grands ouverts comme ça, on retrouve pas le mot. Ah mais quand on a peur, voilà quoi. Soit on fuit, soit on reste figé, soit on attaque. Hein. Donc voilà. Sabotage. Voilà, j'ai retrouvé le mot sabotage. Oui, alors, bah oui, c'est ça. On a un sabotage. On n'arrête pas de se saboter, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses, mais bon bah. Sabotage. On va se saboter soi-même en plus. Vrai. C'est tellement mieux. Ça, on est très champions tous. On se met des anti-programmes. On se met en se parlant de manière négative. On se demande en fait voilà, j'ai un objectif, mais je vaux rien. Ouais, je suis nulle. C'est pas pour moi. Ok, donc dans ces cas-là, on efface, on reformule. Si je peux mettre mon potentiel et toute mon intelligence à ma disposition. Voilà, on doit toujours faire une reformulation positive. Ça commence par là. Débloquer nos schémas commence par là, par la conscientisation de ce que l'on vit au moment présent, de ce que l'on fait. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment ça. Et prendre en compte pour même mettre dans notre mémoire implicite tout ce que l'on vit de positif, plutôt que de toujours être dans la plainte. Et ça, c'est à cause du cerveau reptilien. Oui, mais ça, le sabotage, quand la personne vient vous voir, elle n'est même pas consciente qu'elle a un sabotage. Moi, je fais prendre très vite conscience de ça. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous demande quelque chose et en même temps qui n'en veut pas. Donc ça, c'est important. Ils ont des devoirs à faire. Ouais. Les personnes qui viennent me voir ont des devoirs à faire. Ils doivent prendre un petit carnet et écrire. À la maison. En positif sur elle, s'écrire de qualité, parce qu'on est toujours prompte à s'auto-dénigrer. Et bizarrement, quand on dit des qualités, on se prend pour... on a peur de passer pour prétentieux. Pour qui tu te prends, hein? C'est ça. Ça vous dit rien, ça? C'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. Eh ben, prenons-nous pour qui nous sommes. Soyons des petits lapins qui, quand ils voient les phares d'une voiture, se disent qu'il faut qu'ils aillent regarder ailleurs. Pourtant, c'est beau, les phares d'une voiture, c'est de la lumière. Vous qui allumez des torches dans l'obscurité. Oui, petite lampe torche. Rappelez-nous où on peut vous retrouver, Sophie Garraud. Eh ben, hier, hein, c'est ça. Hier, c'est ça. C'est H-Y. Alors, H-Y-E... R-E-S. Non. Y-E-2-E-S. Vous m'embrouillez. Vous avez l'art de m'embrouiller. Donc c'est dans le 91, hier. Oui, c'est ça. Oui, je suis pas à la mer. Hier, oui, dans le sud de la France. Hier, avec le H, c'est dans le sud de la France, oui. Vous avez une citation, quelque chose que j'aime bien en fin d'émission, ou une phrase pour terminer l'émission? Oui, ayez un objectif, prenez-vous pour le meilleur des archets, visez haut, visez loin, il faut avoir du courage, il faut faire mouche. Vraiment. Bah dis donc, voilà une autre chose. Faut viser haut, faut faire loin, et avoir confiance en soi, du courage. Ouais. Oui, il faut pas se saboter, c'est clair. On va terminer l'émission avec Alain Turban et la musique de l'autre côté de la vie. Merci beaucoup, Sophie Garraud. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies,